Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Après une petite pause de mercredi, elle est de retour. Bonjour Alexandra. Oui. Bonjour Cyril, comment ça va? Très bien, et toi? Ah bah parfaitement, après ces beaux mercredis ensoleillés, ces ponts magiques qu'on a eu, la pluie est de retour. Aujourd'hui, ouais. Je vais commencer à croire que c'est à cause de laisser parler les huîtres. Non, c'est à cause de rien du tout. C'est rien du tout, c'est les giboulées de mai. C'est ça. On parle de quoi aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on va parler de moulins. Parce que ce week-end, c'est la journée, c'est les journées européennes des moulins, du coup. Et si vous n'êtes pas déjà au courant, sur l'île d'Oléron, il y a un moulin qui a été réhabilité depuis juin dernier. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à tout ce monde du moulin. Donc, pour commencer, je suis allée découvrir les moulins, les meuniers d'Oléron, de ce qu'il en reste. Mais j'ai surtout rencontré Alain Riva, qui a été garagiste à Saint-Pierre-d'Oléron. Et puis, la retraite approchant, il a voulu répondre à une curiosité d'enfant, à savoir les moulins, et il a surtout écrit un livre sur les moulins d'Oléron qui s'appelle Les Moulins d'Oléron. Donc je l'ai rencontré et puis je lui ai demandé d'où ça part, comment il a commencé son enquête et pourquoi il a choisi d'écrire ce livre sur les moulins. Alors, en fait, c'était assez bizarre parce que j'étais très jeune pris par les moulins. Et puis je suis arrivé dans l'île en 79. Et puis avec une carte d'état-major, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait quelques moulins dans l'île. Donc j'ai commencé à faire le tour un petit peu. Mais j'ai dû attendre 2011 pour vraiment me mettre dessus, parce que la retraite, parce que j'ai pas le temps de le faire avant. J'étais garagiste, j'ai pas de temps à consacrer aux moulins. Donc je me suis lancé sur les traces des moulins d'Oléron parce que c'est un sujet qui avait jamais été traité. Avait été traité les écluses, le sel, enfin plein de sujets. Je me suis rendu compte pourquoi le sujet n'avait jamais été traité. Parce que j'ai quand même mis 11 ans pour faire ce bouquin. Ah ouais, 11 ans de recherche du coup 11 ans de recherche, parce qu'il n'y a plus de mémoire. Moi j'ai ma belle-mère qui est morte à 101 ans. Et ça ne rappelait pas d'avoir vu des moulins tourner, quoi. Ouais, parce qu'elle était née en 26, donc en 26, tous les moulins, déjà en 1926, les moulins s'étaient arrêtés de tourner. Le dernier moulin qui s'est arrêté, qui a cessé de tourner, c'était le moulin de Dolus, le moulin de la Croix, où il y a la poterie maintenant. Mais ce moulin, il tournait pour écraser des fèves pour les bêtes, et il était monté avec un moteur thermique. D'accord. Parce que le vent avait emporté les ailes, il y avait les taxes sur les ailes, etc. Donc pour pas payer, il est monté un moteur thermique, le père Laverdin, et puis il a moulu jusqu'en 1960. Autrement, le dernier moulin qui a tourné, comme pas mal, c'est 1920. Et pourquoi ça s'est arrêté à peu près à cette époque? Plein de moulins ont cessé de tourner à cette époque parce que les meuniers de Saint-Georges avaient créé une coopérative et ont monté le moulin industriel à Saint-Pierre. Donc à partir de là, ils sont tirés une balle dans le pied et tous les moulins sont arrêtés. Qu'est-ce qu'on appelle un moulin industriel? Eh bien, il était monté avec des meules rotatives, des meules à cylindre. C'était plus des meules plates. D'accord. Des meules à cylindre parce qu'il y a une électricité. Donc, à partir de là, on a pu faire des moulins sans eau, sans vent et sans eau. Et donc, initialement, sur Oléron, il y avait autant de moulins éoliens que hydrauliques ou c'était que éolien? Non. Alors, l'île a commencé avec des moulins à marée. Ah, ok. C'est quoi un moulin à marée? Alors, le moulin à marée, mais la mer monte remplie des bassins. Et puis, quand les bassins sont pleins, il se vide comme Saint-Just-Luzac. Les bassins se vident et entraînent un moulin à marée. Pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de rendement, forcément, à l'époque. Donc, moi, j'en ai répertorié trois gros, par contre. Et c'était le vieux moulin à Saint-Pierre, qui était à côté de la Gabarre. Le moulin rompu, à Grésillon, à côté de Grésillon, dans la Pampa, sur les marais, là. Et puis le moulin du Chenal d'Oulm, dont Michel Garnier avait fait d'énormes recherches dessus. Et j'ai fini par le retrouver. Donc, il est sur le bouquin aussi. Là, il est sur la route qui va du château au viaduc. Dans le seul virage, en sortant du château, il y a un petit coude. Il y a souvent des voitures là arrêtées pour aller à la marée, là. Et le moulin se trouvait à l'emplacement de la maison, là. Et effectivement, à côté de la maison, il y a une espèce d'écluse, là. J'en ai parlé à Michel Garnier, il me dit, ça m'étonne pas, parce que l'écluse, elle est antique, elle date
Voilà. De je ne sais quelle des centaines d'années qu'elle est là, quoi. Voilà. Alors, ça a démarré avec les moulins à marée qui tout doucement ont été évacués. Et là, on retrouve donc les moulins à marée, les moulins à marée, c'est 1280, 1290. Hein. C'est typique à l'île de Ré, l'île de Léron. Et puis, il y en a eu en Bretagne aussi des moulins à marée, des endroits plats, en fait, où il n'y a pas de relief, rien du tout, et puis où il y a la mer qui monte et qui descend, voilà. Donc, voilà. Et voilà, vous l'aurez compris, les moulins à marée, c'est particulièrement là où il y a des marées, c'est plus logique. Donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ces moulins, sur les recherches d'Alain Riva, il va nous parler un petit peu plus des moulins de l'île d'Oléron. Donc à partir de 1100, quoi, les moulins à vent sont arrivés d'Extrême-Orient, ont colonisé l'Angleterre, sont descendus sur les Flandres, et puis on a eu les premiers moulins à vent à Oléron en 1245. Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que l'île, en fait, elle était nommée très longtemps l'île aux 120 moulins. Alors l'île aux 120 moulins parce que il y avait plein de moulins qui avaient énormément d'appellations. En fait, dans l'île, il y avait 83 moulins. Moi, je suis affirmatif. 83 moulins dont je connais l'histoire, dont je connais l'implantation exacte. Donc, il n'y en a pas eu de plus de connus. Après, il y a eu, sur Dolus, il y a une pièce qui s'appelle la pièce des petits moulins. Alors, il est possible qu'il y ait eu des petits moulins particuliers avant, mais qui devaient faire peut-être 3 ou 4 mètres de haut ou 5 mètres de haut avec une hélice, un machin, une roue, et puis ça broyait comme ça pouvait, quoi. Alors, par exemple, pour l'histoire des 120 moulins, un moulin avait plusieurs noms. Qui fait que les gens, je vous prends l'exemple du moulin de Raclebos, qui était dans le nord de l'île, à la Morlière, là-haut. Mais il s'appelait le moulin de Raclebos, il s'appelait le moulin de la Gautrie, il s'appelait le moulin de la Tour, donc de Chassiron, il s'appelait le moulin de Forget, le moulin des Forgettes et le moulin de la Farge. Alors les gens, ils pouvaient très bien avoir 4 ou 5 moulins, non, il n'y en avait qu'un seul. Je pense qu'il a dû tourner en même temps, pas plus de 75 moulins. Mais il y a eu une grosse époque de 1650 à 1780. Là, il y a eu une flambée de moulins. Et là, on est monté au taquet, quoi. Alors, il y en a qui avaient déjà disparu, il y en a qui étaient en construction, voilà. Et donc, vous avez dit que là, l'activité des moulins s'est un peu essoufflée parce que la construction d'un moulin industriel. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres raisons avec ça qui a fait que les moulins ont disparu petit à petit, l'utilité des moulins? Non, oui, il y a d'autres raisons, forcément, parce que sont nés à cette époque, quand les meuniers de Saint-Georges se sont mis en route avec un moulin industriel, forcément à Paris et à Bordeaux, ont été créés les grands moulins. Et ces grands moulins, ont fait un mal fou. Et en plus de ça, l'État a créé une taxe en 1940 des poussières, là, qui a obligé les moulins, les meuniers, à démolir leur meule ou démolir les ailes des moulins. Et voilà, l'industrialisation des moulins, la taxe sur les moulins ont fait que on en voit de moins en moins en activité. Et justement, l'île d'Oléron, et particulièrement la communauté de communes et la ville de Labré-les-Bains, a décidé de réhabiliter ce beau moulin. Et je vous invite à rester avec nous. Après cette petite page de pub, nous rencontrerons Philippine qui nous parlera du beau moulin de Labré-les-Bains. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres où nous parlions aujourd'hui de moulins. Et oui, c'est les journées européennes des moulins ce week-end. Et donc pour cela, je me suis rendue au moulin de Labré-les-Bains et j'ai rencontré Philippine. Moi, je suis Philippine Chignard, je suis responsable du site du Moulin de Labré et je suis arrivée en 2019 à la communauté de communes de l'île d'Oléron au service musée et patrimoine en tant que chargée de projet pour permettre d'accompagner le projet du Moulin de Labré jusqu'à son inauguration qui a eu lieu l'an dernier. Et donc après, je suis passée effectivement responsable de site pour la gestion de l'équipement et je travaille donc à l'année au Moulin avec Aline Albala qui est meunière et qui elle exploite la partie meunerie. Donc moi, je suis plutôt sur la gestion du site, la programmation annuelle des visites avec une équipe de saisonniers qui me rejoint pour la saison. Et Aline, elle, fait vraiment le côté production de farine.
Et donc, vous aviez une connaissance, vous, personnellement, des moulins ou un attrait pour les moulins pour avoir ce poste, ou c'est le hasard des choses et vos études ou la vie? C'est un peu le hasard des choses. J'ai une formation, un master en management de l'industrie du tourisme, donc sur la gestion d'équipements touristiques et culturels. J'ai fini mes études sur Oléron, j'en ai fait mon sujet d'études de mémoire et voilà, le poste à la fin de mes études était disponible et c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure du moulin, mais j'avais pas forcément une connaissance des moulins avant, mais finalement on s'y prend de passion et aujourd'hui je suis très heureuse de faire revivre ce patrimoine avec mes collègues. Et c'est à la rencontre peut-être d'Alain Riva qui vous a transmis sa passion et son engouement des moulins? Quand j'ai rencontré Alain Riva, en effet, j'ai vu son ouvrage sur cette centaine de moulins qu'il avait pu recenser, je me suis dit que quand même fallait être passionné et je pense que je suis tombée un peu dans la marmite avec lui, à cause de lui, je ne sais pas, mais en tout cas il m'a fait tomber dedans et puis aussi par l'engouement des élus qui avaient ce projet depuis très très longtemps et puis aussi par la population locale. Effectivement, il y avait un fort engouement sur ce projet et on est emporté puis par la beauté du moulin, par ce qu'il évoque aussi, par cette mécanique absolument incroyable, le métier des charpentiers à moulingeurs. Enfin, on est forcément à un moment donné, je pense, un petit peu emmené par tout ça et c'est beaucoup d'émotions que de l'avoir vu refonctionner quand on l'a connu inerte et vraiment c'est passionnant. C'est forcément fascinant parce qu'enfant, je pense qu'on a tous fait voler un cerf-volant ou vu des petits moulins à vent tourner et il y a un côté vraiment très fascinant par le rythme que ça a et puis les moulins se sont arrêtés dans les années 1920 sur Oléron au maximum, donc nous, il y a toute une génération qui n'a pas connu ces moulins en fonctionnement et donc forcément ça intrigue, on les voit de loin, c'est majestueux, c'est grand et voilà, et je pense que forcément ça éveille quelque chose, petits et grands, parce qu'il y a aussi ce côté boulangerie, la farine, ça fait partie de notre quotidien, on utilise la farine dans nos placards tout le temps, c'est un ingrédient de base, donc on y est forcément confronté, j'ai envie de dire, un jour de près ou de loin, c'est dans notre univers, mais on les voit pas forcément et donc c'est vraiment très très intéressant après de comprendre comment on fabrique de la farine et comment cette mécanique incroyable permet de faire ça et comment à l'époque ça avait une telle importance et qu'aujourd'hui on a tendance un petit peu à les oublier. Et puis comme vous avez dit, la farine on s'en sert encore aujourd'hui, ça a été industrialisé tout ça, mais finalement c'est quand même une invention sur laquelle on n'a pas réussi à plus faire d'autres technologies que ça finalement. On a repris les éoliennes, c'est le même concept. C'est complètement ça, c'est quelque chose qui est vraiment intemporel. Le moulin, comme la farine, en fait, c'est intemporel. C'est la base de l'alimentation pour avoir le pain quotidien. Et ça a vraiment marqué les villages, la constitution des villages à travers le moulin, le four banal. C'est vraiment ça a suivi des générations et des temps différents. Et je pense que c'est pour ça que ça parle à tout le monde aussi. C'est un ingrédient qui nous suit sur des siècles et des siècles. Et est-ce que justement ça a été un peu un arrêt à l'échelle nationale, quand vous dites à peu près en 1920 les derniers moulins qui étaient actifs sur l'île d'Oléron, ça a été un peu de manière dans tous les pays parce que la minoterie industrielle a repris le relais? Ou est-ce qu'il y a certains endroits en France où des moulins n'ont jamais cessé de fonctionner et sont toujours, produisent toujours cette même farine comme avant? C'est un petit peu anecdotique, mais oui, il y a quelques moulins traditionnels qui n'ont jamais cessé de fonctionner, qui ont été repris par des associations de meuniers éventuellement, qui ont continué à faire revivre le patrimoine, mais à la marge, parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement plutôt les minoteries face à la population que l'on a, et par l'industrialisation, finalement, les minoteries ont pris le relais pour pouvoir nourrir toutes les bouches, j'ai envie de dire. Il y a toujours eu quand même quelques moulins qui ont continué à fonctionner en France, mais avec des productions évidemment qui ne permettaient pas de faire vivre la population. Sur Oléron, effectivement, la minoterie a pris le relais, donc tous les moulins globalement ont un petit peu décliné au bénéfice de la minoterie. Et après, ce que l'on remarque en France, c'est que certains moulins se relancent parce qu'il y a aussi cette volonté de retrouver un savoir-faire en
ancien et ce retour-là avec des agriculteurs meuniers aussi, des paysans meuniers, des paysans boulangers qui ont des fois des petits moulins de type astrier, des petits moulins que l'on peut avoir dans son hangar qui permettent du coup aussi de faire de la farine. Donc je pense que ça se remet en place aujourd'hui, même s'il y a forcément quelques moulins en France, mais de façon anecdotique, qui ont continué à produire. Et justement, il y a quelques moulins individuels qu'on peut retrouver chez des agriculteurs sur Oléron, mais il y avait aussi cette volonté commune de réhabiliter ce moulin, de pouvoir remettre au goût du jour le métier de meunier, la vie du moulin, et de comprendre un petit peu pourquoi comment ça marche, comment ça se passe. Et donc, Philippine nous raconte un petit peu plus d'où a commencé cette volonté commune. Alors, la collectivité a acquis le moulin avec la commune de Labré-les-Bains. Donc, ce sont les deux collectivités qui se sont portées acquéreurs du site en 2012. Sur le site, on avait le moulin en tant que tel qui n'était plus exploité depuis 1920, mais qui avait encore une bonne partie de son mécanisme à l'intérieur. Et il y avait l'ancienne maison du meunier qui aujourd'hui est l'espace de restauration, et l'ancienne grange qui abrite aujourd'hui le musée. Donc, après l'achat en 2012 par les deux collectivités, la communauté de communes ensuite a géré le projet pour permettre la réhabilitation du lieu avec le moulin comme lieu de production de farine et puis l'agrandissement des autres espaces en qualité d'un espace de restauration, d'un musée et d'un accueil billetterie boutique. Donc là, l'idée, c'était vraiment de garder la structure et de la réadapter pour qu'on redécouvre à quoi sert un moulin, comment ça fonctionne, le fonctionnement, etc. Et c'était le choix de ce moulin parce que, comme vous avez dit, c'était un peu le mieux conservé, où il y avait encore son mécanisme, où il y avait une autre envie de réhabiliter ce moulin plutôt qu'un autre sur l'île aux 120 moulins. Eh bien, ce moulin a été mis en vente en fait par la dernière famille qui vivait sur le lieu en 2012, et c'est aussi parce que justement ce moulin avait encore une bonne partie de son mécanisme que les collectivités ont opté pour celui-ci. Fallait quand même trouver déjà un site mis en vente et qui plus est avec un intérêt patrimonial, et c'était le cas du moulin de Labré. Donc c'est pour ça que les collectivités se sont engagées, la communauté de communes s'est engagée plutôt sur ce moulin. Et donc là, ça fait à peu près une année que tout ça est accessible au public, ouvert. Donc vous nous avez décrit un petit peu tout ça. Ça a été beaucoup de travaux, j'imagine, en plus de 10 ans. Oui, tout à fait. Il y a toute une phase de programmation, de projet, d'obtention de permis de construire, recrutement aussi de l'équipe d'architecture, et puis après des entreprises sur le chantier. Il y a eu au total plus de 20 entreprises mobilisées pour 18 mois de travaux afin de permettre l'ouverture le 17 juin 2023, date à laquelle le site a ouvert ses portes au public. Et du 17 juin jusqu'à la fin de la saison, donc le 5 novembre 2023, on a accueilli 12 600 visiteurs. Et donc là, on s'est lancé depuis le week-end de Pâques, depuis le 29 mars, sur la saison complète. On est ouvert jusqu'au 3 novembre 2024. On est ouvert de Pâques en général jusqu'à la Toussaint. Et puis après, pour la vente de farine, on a aussi des partenaires de commerce sur Oléron qui revendent la farine aussi, pour permettre que la farine soit commercialisée toute l'année. Et puis les boulangers, depuis cet hiver, se sont engagés pour certains à utiliser la farine du moulin. Donc ça y est, on commence vraiment à faire vivre le site sur le site, mais aussi en dehors, à travers les partenariats qu'on a pour la farine sur Oléron. Parce que l'idée, c'est ça, il y a plusieurs pôles d'activité. Il y a à la fois le côté musée, où on fait redécouvrir qu'est-ce qu'un moulin, l'activité du meunier, mais c'est un moulin aussi en service, donc il y a des meuniers, ou il y en a plusieurs. Il y a 2 meunières. On a Aline qui est arrivée depuis l'ouverture du site, donc en 2023, l'année dernière, et on a recruté Marina qui exploite le moulin avec Aline depuis le mois de mars. Elles sont toutes les deux à produire de la farine pour répondre à la demande aussi, qui est grandissante puisqu'on est un site en croissance. Et donc cette farine après est commercialisée et utilisée. Donc c'est vraiment l'idée de faire comprendre que le moulin, c'est vraiment un lieu de production. Il a été réhabilité pour produire, pour valoriser l'agriculture insulaire et le patrimoine meunier qu'on a eu sur Oléron, et relancer ce circuit local entre les agriculteurs oléronais, de meunières aujourd'hui, et les boulangers du territoire pour vraiment recréer cette filière locale, donc vraiment le côté production. Et après, c'est autour de cette production que vont s'articuler toutes nos prestations de visite sur le site, mais donc effectivement autour et non pas forcément dedans, puisque pour des raisons d'hygiène alimentaire et puis de sécurité, on ne fait pas rentrer le public quand le moulin est en fonctionnement. Donc il y a quelques visites qui sont prévues sur la semaine pour permettre à 10 personnes par visite de rentrer à l'intérieur du moulin une fois que les meunières arrêtent la production en fin de journée. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que finalement, un moulin, ça reste
C'est pas un bâtiment classique qu'on réhabilite, c'est quelque chose qui est technique. Même le métier de meunier, en 2024, il n'y a pas de formation de CAP meunier, BEP meunier. Comment on trouve les personnes aptes à réhabiliter le bâtiment, déjà, avec la technique qu'il y avait à l'époque, et où est-ce qu'on trouve des meuniers ? Alors pour la réhabilitation des moulins, nous on a publié donc un marché public et c'est l'entreprise Croix, une entreprise de charpentiers à moulangeurs, c'est le nom qu'on donne aux restaurateurs de moulins. Donc cette entreprise s'est portée volontaire et a répondu au marché public pour pouvoir réhabiliter le moulin, et c'est leur métier de père en fils depuis 6 générations et ils ne font que ça. Les charpentiers à moulangeurs restaurent, réhabilitent des moulins à eau et des moulins à vent traditionnels. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France, je dirais que c'est la seule à vraiment vivre que de ce métier. Ils sillonnent la France à travers les moulins pour les réhabiliter ? La France et même à l'étranger, ils sont allés jusqu'au Canada, voire dans d'autres pays pour aussi restaurer des moulins. Donc c'est vraiment leur cœur de métier, ils le refont entre 2 à 3 moulins par an et après c'est du travail de maintenance qu'ils font avec des contrats effectivement pour réhabiliter ou en tout cas permettre à d'autres moulins de continuer à écraser. Donc c'est vraiment eux qui ont permis aussi de restaurer le moulin avec les compagnons de Saint-Jacques, entreprise du coup de compagnons qui a permis de refaire toute la partie maçonnée du moulin. Donc c'est un vrai savoir-faire qui est très très riche d'apprentissage que l'on diffuse aussi dans le musée pour faire comprendre aux personnes comment on fait, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut croiser des restaurateurs de moulins. Et puis au-delà de ça, Aline est meunière depuis 17 ans, c'est son métier et donc on a eu je pense de la chance qu'Aline veuille bien nous rejoindre dans cette aventure du moulin. Et puis par son expérience, elle permet aussi la formation de personnes comme Marina qui a souhaité nous rejoindre dans notre aventure du moulin pour être meunière. Et donc on est riche de la formation d'Aline qu'elle a reçue de la part des anciens meuniers et de son expérience pour permettre effectivement de former une deuxième personne à la meunerie, puisqu'il n'y a plus de formation en meunerie traditionnelle. Il y a des formations en minoterie mais pas en meunerie traditionnelle, donc c'est assez différent. Justement, est-ce que vous pouvez nous dissocier la minoterie et la meunerie pour ceux qui n'y connaissent rien ? La minoterie, c'est un bâtiment plutôt industriel pour des grandes productions avec des systèmes de planchistère. Et un moulin traditionnel, il fonctionne sur meule de pierre avec de la mécanique, avec des engrenages en bois, en fer. Et donc, il faut pouvoir gérer le vent à travers les moulins à vent qui ont des ailes. Pareil pour les moulins à eau qui fonctionnent à l'eau. Ça demande certaines connaissances qu'on ne peut pas avoir par les minoteries industrielles qui, elles, ont des fonctionnements plutôt de l'industrie, à la différence de la meunerie traditionnelle qui, elle, fonctionne beaucoup avec l'essence et avec du matériel qui n'est pas le même qu'une minoterie, en fait. Avec la mécanique de l'époque. C'est ça, exactement. Okay. Meunerie, minoterie, tout ça n'a plus aucun secret pour vous, alors restez avec nous, on va s'écouter la symphonie des éclairs d'ailleurs, et après on parle du musée. Et oui, il fait toujours beau au-dessus des nuages, ça c'est sûr. Et c'est pas le cas aujourd'hui sur l'île d'Oléron. Mais le soleil est dans nos cœurs et dans le moulin de la Bray-les-Bains. Et où on écoute justement Philippine qui nous parle un peu de ce très beau musée que je vous invite à découvrir. Alors on est où là, Philippine ? Alors là on est dans le musée, donc dans l'ancienne grange du site, et on est dans la première partie du musée. Le musée se décompose en 3 parties, et là dans la première partie sur les céréales et les modes de culture sur Oléron que l'on a eu, donc afin de découvrir un petit peu les outils que l'on pouvait utiliser pour moissonner, battre et vanner le blé, et puis aussi découvrir un petit peu toutes les céréales ou toutes les variétés possibles de céréales ou de plantes qui permettaient et permettent encore d'obtenir de la farine. Quoi par exemple ? Du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine, plein de petites céréales ou même le maïs, le sarrasin qui est une plante aussi qui permet d'avoir de la farine. Et puis certaines variétés ou certaines céréales vont donner une farine avec gluten, d'autres sans gluten. Et donc on fait un petit peu le parallèle avec le gluten aujourd'hui et expliquer aux personnes ce que l'on peut consommer sans gluten, avec gluten. Et tout ça existait déjà à l'époque, du coup c'est des archives que vous avez retrouvées
retrouver sur, voilà, on faisait déjà de la farine de sarrasin, d'avoine, etc. Exactement, on a retrouvé en fait via des anciennes cartes postales, des anciens écrits aussi, et puis par les objets de collection que l'on a récupérés également, et bien tout se passait un petit peu agricole, par des recherches aussi qui ont été faites. Et on a des cartes postales anciennes ou des vues aériennes qui nous permettent de voir un petit peu le morcellement des parcelles sur Oléron, voir la culture de céréales sur les bosses de marais salants ou entre les rangs de vignes. Et puis on a des objets de collection aussi à travers des outils en fait traditionnels de récolte qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur la culture des céréales sur Oléron. Et puis on a la chance d'avoir l'association Les Déjouquets, l'association folklorique oléronaise, qui a beaucoup aussi travaillé sur l'architecture et sur les modes de vie oléronais, ce qui nous permet d'avoir une collecte aussi de mémoire et donc effectivement encore pas mal de données sur cette époque. Vous avez fait un appel par exemple ça sur l'île d'Oléron en disant voilà, toute personne qui aurait de l'archive sur un moulin ou n'importe quel moulin, contactez-nous. Il y a un travail continuel au sein du service musée et patrimoine où on propose effectivement, on demande de la collecte de dons, donc de dons oraux. Il y a eu à une époque toute une collecte orale qui a été réalisée par une personne du service, et puis après on a des fois des personnes qui nous contactent, qui vont vider leur maison ou autre, et qui nous disent bah voilà, chez moi j'ai tel et tel objet, est-ce que ça peut vous intéresser? Et de cette manière-là on récupère aussi certains objets, certains écrits qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus. Et voilà, c'est l'affaire de tous les archives. Donc si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à contacter soit le musée, soit la communauté de communes. Et si vous voulez en savoir plus sur le musée, restez avec nous. On se retrouve tout de suite juste après la pub. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. De retour dans Laissez parler les huîtres, où le sujet d'aujourd'hui c'est les moulins, et nous parlons surtout du moulin de la Brée, où nous étions en train de visiter le musée avec Philippine. On peut avancer dans la partie Grénothèque. C'est un petit espace que l'on aime beaucoup ici, où on se retrouve face à un mur en terre, un mur en pisé. C'est uniquement de la terre compactée. C'est assez intéressant sur le site avec la réhabilitation et l'équipe d'architectes qui a travaillé sur ce projet-là. Donc l'agence Bureau d'intervention sur le paysage qui est à Nontron en Dordogne, qui a vraiment pensé le lieu comme un site à restaurer, mais avec les parties contemporaines en écomatériaux, ou en tout cas en réutilisant sur le site des essences, des variétés et des matériaux qui ont un sens avec le moulin. Donc ici on est au niveau de la terre qui est indispensable pour cultiver nos céréales. Et puis on a également des murs en chaux-chanvre, on a une isolation paille. Donc finalement l'idée c'était aussi de valoriser dans le mode de construction tout l'univers des céréales, et donc aussi les résidus comme la paille finalement, qui peuvent être réutilisés en isolation et dans d'autres usages plutôt architecturaux. Avec du coup des épis dans la scénographie reconstituée pour voir un petit peu les différentes céréales que l'on peut cultiver et leur hauteur qui varie entre le maïs où on a des grands épis ou alors le sarrasin qui est plus petit. Et puis on a ensuite dessous des sacs de céréales où on a mis du coup les vraies céréales à voir et leur farine à côté, donc pour découvrir un petit peu tout le panel des possibles, tout le champ des possibles si je puis dire, de ce que l'on peut utiliser pour avoir de la farine. Il y a même des petites recettes, c'est ça que je vois là-bas ou... On a même rédigé quelques petites recettes avec lesquelles les visiteurs peuvent repartir, à tester chez eux. Et puis après, il ne faut pas hésiter à nous envoyer les photos des réalisations, voire même nous apporter un peu des réalisations pour qu'on puisse goûter. On l'a toujours pas fait, on vous a pas apporté des cookies à la farine d'épeautre ou un gâteau à l'orge? On ne nous a pas apporté effectivement de produits, mais on nous a envoyé des photos et ça c'est assez satisfaisant de voir que les visiteurs qui viennent sur le site et achètent de la farine en sont vraiment contents, à tel point après effectivement de nous envoyer les photos de leur réalisation, et ça c'est très chouette pour nous. Dans le musée, une fois qu'on a compris du coup comment on collecte les céréales, comment on les moissonne, et bien ensuite on a une deuxième partie du musée qui s'appelle Aller au moulin, et donc là ça nous permet de comprendre un petit peu les différentes méthodes d'écrasement des céréales, et puis ensuite comment un moulin est constitué, de quoi il est fait, au travers d'une matériothèque qui présente toutes les essences de bois, et puis d'une maquette du moulin où on peut
activer tous les renvois mécaniques pour comprendre comment ça fonctionne un moulin à vent traditionnel. Et justement, un moulin a plusieurs mécanismes, enfin les moulins ont plusieurs mécanismes en fait de fonctionnement en général. Il y a plusieurs mécanismes de fonctionnement. Déjà au niveau des ailes, on peut avoir des ailes en bois. Ça c'est plutôt novateur depuis l'année 1840. Avant on avait des systèmes d'ailes entoilées. Donc il y a des moulins en France qui ont des voiles, donc des ailes entoilées avec des voiles de chanvre ou de lin. Et puis sinon on a le système Berton dont nous on est équipé, donc qui date à peu près des années 1840, qui est un système d'ailes en latte de bois qui se déplie et se replie comme un éventail. Donc déjà au niveau des ailes on va avoir des variations en fonction de la méthode utilisée. Et puis après dans le moulin effectivement il y a quand même un circuit classique avec le rouet, la lanterne, des pièces d'engrenage qui vont tourner et renvoyer la force à la paire de meules qui écrase les céréales. Et oui, c'est ce que j'ai vu, c'est à l'époque les hélices en voile contraignaient le meunier à les adapter en fonction du vent, alors que là avec les hélices Berton, c'est plus le cas, c'est ça ou... C'est plus facile en tout cas ? Oui, c'est plus facile. Avant, c'était assez accidentogène d'avoir les ailes avec un système entoilé puisque le meunier devait arrêter son moulin si c'était en production et que le vent venait à changer au cours de la journée, à s'intensifier ou à être moins fort. Et bien le meunier devait arrêter le moulin, monter au niveau du support des ailes pour augmenter ou réduire sa surface de voilure. Ça pouvait donner lieu à des accidents, c'était quand même fastidieux et puis effectivement ça le contraignait dans sa production. Il fallait qu'il arrête sa production pour faire cette opération. Avec le système Berton qui a été inventé dans les années 1840 par Monsieur Berton, ça permet au meunier directement depuis l'intérieur du moulin au dernier étage via un système de différentiel et de cordes d'ouvrir et refermer les ailes sans avoir à arrêter le moulin et sans monter au niveau du support des ailes. Donc on gagne en efficacité et puis également en sécurité. J'ai une question un peu bête. Le chapeau du moulin, il tourne ? Le toit du moulin, la coiffe tourne entièrement. On a souvent à l'opposé des ailes en extérieur une guivre ou un guivre, fonction du terme que l'on veut employer, qui est en fait un long manche en bois qui ne repose pas au sol, mais qui permet en fait d'entraîner les ailes, soit avec à l'époque un animal de traction, ou aujourd'hui on utilise un système de treuil. Et donc c'est la guivre que l'on va faire déplacer pour faire tourner la toiture à 360 degrés et en fonction du vent orienter nos ailes. Ah, donc on adapte les ailes en fonction du vent. Voilà, on va faire pivoter la toiture en fonction de l'orientation du vent. Sur le site, on a beaucoup de manches à air qui se voient depuis l'extérieur. Alors, ça a un côté esthétique, mais c'est surtout utile aussi à nos meunières qui, en fait, se fient à la manche à air pour voir l'orientation du vent et l'intensité. Et donc, déjà, orienter le toit du moulin pour orienter les ailes. Et ensuite, par rapport à l'intensité, voir comment elles vont ouvrir les ailes, si elles les ouvrent en entier pour bien prendre le vent, ou un peu moins parce qu'il y a déjà assez de vent et donc on veut garantir un écrasement constant et ne pas avoir le moulin qui s'emballe. C'est ça, ça se jauge vraiment avec le vent, avec l'axe, l'orientation. C'est exactement ça. Et puis le métier de meunier aujourd'hui, tel que l'expliquent nos meunières, c'est un métier qui est vraiment basé sur les sens. Tout va se faire à l'ouïe, à l'odorat, au toucher, voire même au goût. Et effectivement, le bruit d'un moulin qui a la bonne allure fait le bruit d'un cheval au trot. Donc effectivement, à l'ouïe, au fonctionnement des mécanismes, elles se rendent compte si le moulin tourne trop vite ou pas assez vite. Et aussi, grâce au toucher et à l'odeur, ça leur permet de se rendre compte au moment de l'écrasement des céréales s'il y a un dysfonctionnement. Donc c'est un métier qui est très sensoriel. Donc quand on repense à la chanson Meunier tu dors, en fait il était sourd, ce meunier. Il devait être sourd sans doute, il devait faire trop de siestes. Mais effectivement, et puis c'est aussi la comptine qui est assez intéressante. Le moulin ne doit pas faire le bruit d'un cheval au galop, sinon ton moulin tourne trop vite, ton moulin bat trop vite, ton moulin bat trop fort. Il faut effectivement bien réguler la force du moulin pour permettre d'avoir un écrasement constant. Et puis sur les matières de meule, à l'époque on était sur du silex, on l'est encore aujourd'hui sur les moulins traditionnels. Et deux morceaux de silex qui viennent à se toucher, ça peut créer un incendie. Donc c'est très très important de bien surveiller son moulin et de ne pas aller s'endormir à côté. Et voilà, maintenant que vous savez ça, je vous invite à repenser à la chanson Meunier tu dors et de vous dire que peut-être il ne dormait pas, il avait peut-être simplement abusé sur le pinot, ce meunier, pardon. Alors voilà, maintenant vous savez le secret de cette chanson. Tu le savais pas, Cyril, t'étais pas au courant ? Non. Voilà, ça sert à ça de faire des enquêtes de moulin. Alors maintenant, on va juste demander à Philippine de nous rappeler un peu les informations de ce week-end et on écoute tout de suite.
Au niveau du musée, on laisse les visiteurs visiter du coup librement une fois qu'ils prennent leur billet d'entrée, puisqu'effectivement le musée est assez bien fait dans le sens où il y a des explications pour les enfants, tout un parcours ludique qui consiste de petites trappes à soulever, de maquettes à manipuler, et on a les 2 petits films qui présentent le métier des charpentiers à moulangeurs et également le travail aujourd'hui d'Aline à l'intérieur du moulin, donc ce qui permet de tout voir sur le site du moulin sans forcément être dans le moulin. Et nous ensuite on fait des visites commentées tous les jours en extérieur sans réservation. En fonction de la saison, les horaires varient. Et c'est une visite qui dure 45 minutes, qui comprend également l'accès au musée en visite libre et qui nous permet de faire un discours de visite dans le jardin et d'apporter des compléments d'information. Et après, on a donc effectivement les visites de l'intérieur du moulin qui sont un petit peu plus anecdotiques avec un nombre de personnes limité que l'on propose sur réservation. Et là, justement, ce week-end, donc c'est la journée européenne des moulins. Qu'est-ce qui est proposé de plus ou de moins ou voilà, qu'est-ce qui est proposé au moulin de l'Abré? Alors pour ces journées particulières, donc du samedi et du dimanche, l'ensemble du site est en accès libre et gratuit. Donc on peut visiter le musée gratuitement et nous on propose toutes les heures pendant 30 minutes des petites visites rapides de l'intérieur du moulin où les personnes peuvent passer au rez-de-chaussée du moulin. Donc on fait une petite visite en extérieur et ensuite les personnes peuvent passer à l'intérieur, voir les mécanismes du rez-de-chaussée et puis poursuivre leur visite ensuite au niveau du musée. Et puis nous, on est toujours sur le site pour répondre aux questions des visiteurs. Donc c'est une première approche, je trouve, ces journées-là pour les personnes qui veulent voir un petit peu ce qui se passe sur le site et leur donner éventuellement envie de réserver après une visite de l'intérieur du moulin si elles souhaitent une visite plus poussée, puisque ces visites de l'intérieur durent 1h30 en temps normal et là on passe 5 minutes au rez-de-chaussée effectivement pour déjà voir comment ça se passe à l'intérieur. Et pour les enfants, c'est assez chouette déjà d'avoir accès au rez-de-chaussée du moulin pour voir ce qui se passe à l'intérieur, rencontrer la meunière aussi et puis profiter du musée en accès libre sur la journée du samedi et l'après-midi du dimanche. Voilà, pour retrouver l'ensemble de la programmation de ce week-end, n'hésitez pas à aller sur le site du Moulin de l'Abré. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si tous les meuniers et toutes les meunières d'or, je suis allée rencontrer Aline. Aline, c'est la meunière du moulin qui a commencé, qui est meunière depuis 17 ans, qui s'est retrouvée dans ce métier un peu par hasard et prise de passion. Elle a jamais quitté le monde du moulin et aujourd'hui, c'est la meunière officielle du Moulin de l'Abré-les-Bains et elle nous raconte un petit peu c'est quoi un métier de meunière. En tout cas, travailler dans un moulin, ça va demander beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance. C'est peut-être ça le plus prédominant. Après, il faut évidemment une condition physique, même si on l'a pas, on l'acquiert. Au bout d'un moment, monter, descendre, porter des choses. Voilà, ça va être surtout ça. Des capacités d'écoute, de ressenti, d'attention. Cela, du coup, pour comprendre, donc le blé, vous le faites monter? Ouais, on le fait monter par des élévateurs à grains. Ouais. On a des réservoirs là-dessous que l'on va remplir. Ensuite, ça va monter par ces courroies qui récupèrent le blé. Donc on va le mettre en route et ça va monter le blé tout seul jusqu'au 2e étage. Et c'est ça, Philippine, elle nous disait que justement, donc moi j'ai découvert que la coiffe du moulin tournait, on l'a déplacé du coup en fonction du vent, et qu'il faut toujours avoir à peu près la même vitesse de vent. Tout à fait. Voilà, alors effectivement, il faut essayer de garder une régularité. Il y a une vitesse à respecter pour le moulin, autant une vitesse minimum que maximum. Les meules, pour bien écraser le blé, il faut qu'elles tournent au minimum à 60 tours minutes. Ce qui veut dire qu'en fait, les ailes doivent tourner au minimum, entre 7 et 10 tours minutes. Okay. Voilà. Et si on n'a pas cette vitesse-là, on ne peut pas écraser. Et donc, on a aussi un moteur électrique qui prend le relais, qui va assurer en fait une régularité par rapport au vent. Il se trouve qu'il y a 2-3 jours, le moteur fonctionnait pas, on était embêtés parce qu'il n'y avait pas assez de vent. En tout cas, le moulin tournait pas assez vite pour qu'on puisse écraser le blé. Voilà. C'est ça, là, ça a été vraiment pour faire en sorte le moteur électrique que le moulin puisse. Ouais, voilà, ça apporte un confort, exactement. Sinon, du coup, c'est quoi les pires moments? C'est les jours de grand beau, il n'y a pas un brin de vent. Bon, là... Ouais, voilà, les jours où il n'y a pas un brin de vent ou les jours où il y en a trop aussi, où là, trop de vent, c'est pas terrible non plus. À partir du moment où on est en vigilance orange, on va pas trop s'amuser. En fait, ce qui se passe quand il y a beaucoup trop de vent, le vent peut de lui-même tourner le toit sans qu'on l'ait voulu. Donc la coiffe s'envole après. Alors il va pivoter, il va se mettre hors du vent. On a des risques là, effectivement, que soit le moulin se mette complètement à l'envers et que le moulin tourne à l'envers, ou alors qu'il sorte systématiquement du vent et il s'arrête.
Voilà. Donc c'est vrai que quand le vent est plus fort que le toit, à ce moment-là, on se dit bon, on va s'arrêter là. Parce que la coiffe, elle est juste posée. Elle est juste posée, ouais. Voilà, donc elle est posée sur un chemin de roulement. Il y a des galets au niveau de la charpente au contact du chemin de roulement, donc ça pivote assez facilement. Okay. Voilà. Et donc c'est vrai que s'il y a un gros coup de vent, ça nous est déjà arrivé que le toit tourne sans qu'on l'ait voulu. Et ça a quoi le petit volant là? Alors le petit volant, c'est un frein. C'est un frein qu'on n'utilise que quand le moulin est arrêté pour bloquer les ailes. D'accord. En fait, quand je vais serrer le volant, je vais serrer ce cerclage qui est autour de l'engrenage. Okay. Je vais le resserrer. Ça, c'est un frein qu'on appellera parking, puisqu'on va le serrer quand on s'en va le soir. Voilà, exactement. Exactement. Voilà, c'est quand on s'en va, effectivement, on s'assure que les ailes du moulin ne tournent pas toutes seules. Ah, donc tous les soirs, le moulin. Tous les soirs, on enlève le frein. Tous les matins, on enlève le frein. Tous les soirs, on le resserre. Et vous finissez comment votre journée avec ce bruit répétitif toute la journée? Là, je suis pas protégé parce qu'on discutait avec ma collègue, mais on a des équipements, des bouchons d'oreilles qui ne coupent pas le bruit, mais qui l'atténuent. Oui, parce que du coup, on nous disait un meunier doit avoir un peu ses 5 sens, parce que tout marche ensemble, donc il faut pas être trop sourd non plus, quoi. Exactement, le bruit, l'odeur, le toucher, tout ça, c'est hyper important, effectivement. Et c'est principalement là-dessus qu'est basé ce travail. Ouais. Après, il y a une partie mécanique, mais tout ça, on apprend à serrer un boulon, à le desserrer. Si des gens nous écoutent et veulent être meuniers, Déjà, je les invite tous à venir nous voir pour ce week-end, pour la journée des moulins. Et on se fera un plaisir de leur montrer ce bel outil de travail. Et effectivement, vive les moulins, vive les meuniers. Et, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et pourquoi pas aller continuer cette aventure avec nous. Et donc vous avez déjà participé à d'autres journées européennes du moulin, j'imagine? Oui, bien sûr, ça fait 17 ans que je suis meunière et donc oui, depuis 17 ans, je les ai toutes faites. Toutes? Ouais, toutes. Mais ça existe depuis 17 ans? Ah, les journées des moulins, oui. Ah ouais? Ah, oui. Même avant ça. Et c'est quoi? Pourquoi il y a un engouement au niveau des moulins un peu là qui revient? Je sais pas, il y a quelque chose d'assez bucolique dans le moulin. Après l'île d'Oléron, c'était aussi l'île qu'on appelait l'île aux 100 moulins. C'est vrai qu'on ne fait pas 100 mètres sans en croiser un. Je pense que pour les Oléronais, c'est quelque chose qui les touche particulièrement. Et puis même pour tout le monde, je pense qu'il y a quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, de le voir en mouvement. Il y a quelque chose de très bucolique, très poétique et je pense que beaucoup de personnes y sont sensibles. Et voilà, n'hésitez pas à vous rendre ce week-end au Moulin de la Braie pour rencontrer Aline et Philippine. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de nouvelles surprises et de nouvelles découvertes. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres.